Sur la planète football, l'Espagne est-elle la reine du monde? Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le Club des 5. On va bien sûr revenir aujourd'hui sur le succès phénoménal des Espagnols lors de cet Euro 2024 et cette victoire en Allemagne. Et ça va nous permettre d'élargir un peu le débat, de se poser la question si finalement le monde du football n'est pas sous domination, sous dictature quasiment espagnole depuis une vingtaine d'années. Elton Mokolo avec nous ce soir, aujourd'hui, peu importe, quand vous nous regardez. Comment ça va? Salut Sam, salut Yacine et salut à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, heureux, comme disait l'autre? Satisfait de voir l'Espagne battre l'Angleterre, parce que moi je ne pouvais pas m'imaginer qu'une équipe qui ait gagné 2 matchs sur 7 aille au bout de l'Euro. Donc au final, l'Espagne qui fait quand même quelque chose d'historique, 7 sur 7, c'est récompensé. Et moi c'est surtout, on en parlera de manière beaucoup plus précise, mais c'est un succès qui est labellisé Liga. Ouais. Parce que autant 2010-2012, on a une équipe bicéphale avec le Barça et le Real qui font le 11, autant là ça a été davantage réparti, où je pourrais même te dire c'est davantage les joueurs basques qui ont été mis en avant, et bien évidemment Lamine Yamal. Ouais, comme quoi il y a un bon royaume pour le coup côté espagnol, là, ça représente, et on en voit toute la diversité. Et au final ça représente ce que j'ai vu en Liga, je ne suis pas surpris par rapport à certains joueurs. Et pourtant, combien de fois on l'a critiqué ces dernières saisons, la Liga dans le Club des 5, à juste titre d'ailleurs parfois. Bon, même si là on sort d'un très bon cru. Voilà, exactement. Après là on a le nectar, effectivement. Yacine Amned avec nous. Comment ça va Yacine? Ça va, merci. Vous voulez parler de jeu? Ouais, ça va, ça change. C'est bon. C'est mieux. Non mais c'est bien, on est au programme quoi. Exactement. On a la page. C'est pour ça qu'on est content que l'Espagne ait gagné, pas en tant que supporter de l'Espagne, mais juste que quand le jeu est récompensé, pour certains. Enfin, moi, à titre perso, je sais que quand la France ne gagne pas un euro, j'aime bien que ce soit l'Espagne. Voilà. Mais au moins, le jeu est récompensé et c'est très bien comme ça. Bon, ben voilà, on s'y retrouve. Bonjour à tous les sociaux, c'est content d'être avec vous, bien sûr, sur la chaîne du Club des 5. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, bien sûr, comme à chaque fois, tous les débats, toutes les vidéos du Club des 5. Je remercie nos partenaires historiques, bien sûr, qui nous accompagnent depuis longtemps pour certains, depuis moins longtemps pour d'autres, mais qui sont quand même à nos côtés. Merci à Winamax, bien sûr. Et puis, je vous invite à aller sur le site de unbonmaillot.com, notre partenaire, notamment depuis un peu plus que le début de l'Euro. On vous a proposé pas mal de contenu avec eux, notamment des ouvertures de box. Si vous voulez vous procurer ces petites box où vous avez un petit maillot mystère dedans, c'est sur le site d'unbonmaillot.com. Vous avez moins 10% avec le code CD5. On continuera à vous faire découvrir, à ouvrir de beaux maillots et à vous les faire gagner. Bien sûr, sur la chaîne du Club des 5. Donc rendez-vous sur unbonmaillot.com pour frimer un petit peu sur les plages, dans les fives, bref, il est l'heure de partir en vacances, il est l'heure d'être bien habillé. On va commencer l'émission sans plus tarder, les socios, parce qu'il y a un beau programme. On est là pour revenir un petit peu sur, certes, cette victoire à l'Euro avec une méthode qui a fonctionné, mais aussi parler plus largement de cet ADN espagnol qui fonctionne bien et qui a, une fois de plus, cet été dompté l'Europe dans ce championnat d'Europe, justement, comme je vous le disais, en Allemagne, avec donc cette victoire, c'était hier, face à l'Angleterre. Symboliquement, une victoire acquise sur un but, on ne peut plus espagnol, on ne peut plus tiki-taka. Déjà, pour commencer, Elton, rappelons que cette équipe d'Espagne, même si elle a été fidèle pendant toute la compétition à ses principes, qu'elle a proposé du beau jeu, que ça a peut-être été la meilleure équipe et l'équipe la plus enthousiasmante du tournoi, c'était un outsider à la base, et c'est un outsider qui finit récompensé, justement, parce qu'elle a produit tout au long du tournoi. Oui, c'était une équipe qui avançait masquée, parce que quand on parlait de l'Espagne avant la compétition... Comme un certain Kylian Mbappé. Exactement, sauf que l'Espagne a eu plus de réussite. C'est-à-dire qu'avant la compétition, la tonalité générale pour évoquer l'Espagne, c'était on prend date pour 2026. Manière de dire qu'à partir du moment où tu lançais un tournoi avec un nouveau sélectionneur, avec une équipe qui était rajeunie, je te rappelle que de l'équipe de 2010, celle qui a gagné la Coupe du Monde, il ne reste plus que Jesus Navas. Tu venais de tourner la page importante de Sergio Busquets. C'était le premier tournoi pour Rodri en tant que milieu de terrain, en tant que cerveau de cette équipe espagnole. Et devant, tu avais quand même une inconnue, parce que tu avais Morata qui faisait sa première compétition en tant que capitaine. Morata qui avait été longtemps quand même qui a longtemps été quand même un joueur qui n'était pas forcément considéré. Et sur les côtés, tu avais 2 jeunes joueurs. Alors oui, Nico Williams était déjà là du côté du Qatar, davantage en tant que remplaçant, mais c'était son premier tournoi en tant que titulaire. Et enfin, Lamine Yamal qui, je vous rappelle, il a découvert la sélection espagnole qu'en septembre dernier. Donc par rapport à ça, on se disait que oui, l'Espagne pouvait être un outsider, mais qu'en gros, ils étaient là pour apprendre.
Mais le problème, c'est qu'ils ont appris très vite. Ouais. Ils ont appris très vite et ils ont appris très vite avec... On peut apprendre en gagnant. Hein. Exactement. Ça fait partie ils ont du appris très logiciel. vite dans les contextes les plus hostiles possibles, parce qu'il est question de quoi quand je parle de contexte hostile? Il est question de la Croatie, 3e de la Coupe du Monde. Il est question de l'Italie, championne d'Europe en titre. Il est question de la France, vice-championne du monde en titre. Il est question de l'Angleterre qui avait fait finale de l'Euro. Et il est question de l'Allemagne, pays organisateur. Et je pourrais même rajouter la Géorgie, qui était l'une des révélations. On peut dire la surprise de l'une l'Euro. des révélations. Donc par rapport à ça, moi, c'est ce qui m'a beaucoup bluffé, parce que évidemment, du côté de l'Espagne, on connaît l'étiquette, la qualité jeu. Et moi, là où ils m'ont bluffé, c'est la compétitivité. La compétitivité, et notamment sur cette capacité justement à hausser son niveau de jeu après les buts encaissés. C'est-à-dire qu'en phase éliminatoire, ils encaissent le but contre la Géorgie. J'ai déjà vu l'Espagne se prendre les pieds dans le tapis, par exemple face à la Russie, où après le but, ils sont incapables justement d'aller chercher ce deuxième but. Face au Maroc, à la dernière Coupe face du au Monde. Maroc, bon, même s'il y avait eu 0-0. Face à l'Allemagne, tu prends quand même un but à 93e minute. On a beaucoup vu de situations où l'équipe qui prend un but à 93e minute en tournoi éliminatoire, et très souvent, elle sort. Et eux, ils vont mettre le but à la 119e minute. Et enfin, en demi-finale, face à l'équipe de France, on se dit, ils prennent un but très rapidement face à l'équipe de France, donc ça va être un match bourbier. En 4 minutes, ils mettent 2 buts à l'équipe de France qui avait pris quoi? Un but dans le jeu. Donc par rapport à ça, du côté qui avait pris 0 but dans le jeu, 0 but dans le jeu. Donc par rapport à ça, ils m'ont vraiment bluffé, et le titre continental est tout à fait mérité. Ouais, et puis quand on parle d'outsider aussi, Yacine, c'est parce que comparé à toutes les équipes qu'Elton vient de citer, il y a des équipes où il y avait des joueurs, ouais, on peut le dire, des joueurs monstrueux qui font partie de l'élite du foot mondial, qui sont des titulaires installés, dans lesquels voilà, on se dit bon, il y a déjà des squelettes d'équipes impressionnants, et puis après autour, on rajoute un peu de cartilage, un peu de chair fraîche. Et ça va faire un beau bonhomme. Là, côté espagnol, c'est aussi l'alliance de jeunes talents à qui on aurait pu se dire c'était peut-être prématuré de leur faire confiance dès maintenant. Et ça a été le cas. Et aussi des joueurs de devoir. Elton parlait de Morata, je pense qu'il est l'ambassadeur de ce joueur de devoir en Espagne. On se rappelle Luis Enrique qui disait « mettez-moi 10 bouts de bois et Morata ». Mais moi, je pense à d'autres joueurs. Fabian Ruiz, pour ne pas le citer, après sa super saison au PSG, qui nous a fait un Euro incroyable. On peut élargir même derrière avec des Jesus Navas, avec des Laporte. Il y a quand même même si c'était Carvalho qui est titulaire, mais Cucurella. Là aussi, on se dit le mélange est différent des autres, mais il est meilleur. Ouais, parce qu'on a misé sur le collectif. Et encore une fois, au lieu d'avoir une addition d'individualité, c'est le collectif qui permet aux individualités d'être meilleures. Et tu citais Fabian Ruiz, évidemment que c'est un peu le symbole, notamment pour les supporters du PSG, de cet Euro, parce que il a été meilleur. Alors oui, il y a la confiance, il y a peut-être une pression différente, il y a peut-être aussi des joueurs différents, mais c'est surtout le fait que le collectif a des principes forts, que tout le monde sait ce qu'il a à faire et pas chacun de son côté, et qu'il s'est retrouvé au milieu de tout ça, et qu'au fur et à mesure des matchs, il a pris confiance, et qu'on a vu la meilleure version de Fabian Ruiz. Moi, je pense que c'est le sélectionneur qui a trouvé le bon mélange, qui a aussi trouvé, malgré tout, cette façon de travailler, c'est-à-dire qu'il y a un groupe, on a vu des joueurs entrer en jeu, apporter, mais malgré tout, il y avait un 11 titulaire, il y a des joueurs qui ont très peu joué dans cette compétition. Mais quand on a fait appel à eux, ils ont été performants. Zubimendi, je pense que c'est celui qui vient en tête de tout le monde depuis hier. Ouais, très belle entrée. C'est clair. Et tu rentres pas à n'importe quel moment, quoi. En plus, à la place de n'importe qui. Ce que j'allais dire. et je crois que cette force-là, c'est aussi, encore une fois, de s'appuyer sur un collectif. C'est-à-dire que quand tu fais entrer un joueur, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qui va se passer autour de lui. Et il rentre pas là à se dire je dois compenser Rodri, et est-ce que je dois faire du Rodri, pas du Rodri, est-ce que je dois... Non, en fait, tu fais ce qu'il y a à faire dans un collectif qui sait chacun sait ce qu'il a à faire. Voilà, et moi, ce qui m'intéresse le plus dans le parcours et dans la victoire de l'Espagne, c'est vraiment cette idée que le collectif a été plus fort, et que, alors, il est sublimé un peu par certaines individualités, ou certaines individualités ont sublimé le collectif. Mais en tout cas, la base de tout,
c'est ce collectif qui a permis à l'Espagne d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça, Elton, qu'on l'entend beaucoup depuis hier. On l'a même utilisé, nous, enfin, peut-être pas tous les trois, mais certains ici, dans le Club des 5. La victoire du football, la victoire du jeu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça? C'est aussi symbolisé par tout ce qu'a représenté et a incarné l'équipe de Luis de la Fuente. Ça veut dire que pour Luis de la Fuente, qu'on va évoquer. Parce que ça va être un peu la phrase toute faite, mais il y a des raisons derrière. Justement, ça veut dire que pour Luis de la Fuente, qu'on va évoquer beaucoup plus précisément tout à l'heure, les profits sont beaucoup plus importants que les noms, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'en Espagne, il y a quand même un clubisme qui est très important. C'est-à-dire que quand on regarde la liste et tout, on se dit ouais, mais pourquoi il prend plus de joueurs du Barça? Pourquoi il prend plus de joueurs du Real Madrid? Là, cette fois-ci, la problématique, elle a été résolue à partir du moment où il y a eu plus de joueurs, par exemple, basques. Mais pourquoi j'insiste notamment sur la notion de profil? Parce que ça a été le parti pris de Luis de la Fuente. C'est pour ça qu'un Robin Lenormand, qui pour moi est un moins bon défenseur que Nacho, a été mis en avant par Luis de la Fuente, parce que notamment pour avoir cette première relance qui va casser des lignes pour conduire le ballon, Robin Lenormand est plus habilité que Nacho. Cucurella, qui était quand même pas dans la liste avant de la Fuente, qui arrive sur le sprint final, est préféré à Grimaldo, qui sort d'une saison extraordinaire avec Leverkusen. La logique aurait voulu que Grimaldo passe devant Cucurella, qui a fait une saison qui n'était pas forcément satisfaisante. Et on l'avait dit ici dans la preview d'ailleurs de l'Espagne en disant vous verrez, Grimaldo devrait finir l'Euro, exactement, etc. Mais Cucurella était un profil beaucoup plus pertinent. Autre idée, c'est Fabian Ruiz. Fabian Ruiz à la base du jeu, qui connaît Luis de la Fuente depuis qu'il a 19-20 ans. Et Luis de la Fuente, il a toujours défendu. Et enfin, il y a aussi les profils de Pedri. Pedri, autant au Barça, il est davantage utilisé à la base du jeu. Luis de la Fuente, après un match contre l'Irlande du Nord où Pedri est extraordinaire, il t'explique que moi j'ai besoin de Pedri davantage entre les lignes. Alors qu'au Barça, on lui demande d'autres choses. Alors oui, il peut s'aventurer entre les lignes, mais Luis de la Fuente lui demandait ça. Et je peux enfin t'évoquer le rôle des ailiers. Donc, manière de dire que moi, je ressens cette idée du football espagnol où chaque poste, chaque rôle a un caractère bien spécifique. Ça commence avec les défenseurs centraux, qui sont les premiers relanceurs, le milieu de terrain qui a des activités bien définies, et la ligne d'attaque incarnée par les ailiers qui doivent provoquer, qui doivent occuper l'espace. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait un parti pris de Luis de la Fuente qui a été récompensé, parce que pour moi, j'ai vraiment eu le sentiment que les profils ont été beaucoup plus importants que les noms. Parce que la logique, quand tu lances un tournoi où tu n'as pas beaucoup de références en termes de joueurs, et qu'on a souvent avancé le fait peut-être à tort qu'il y avait un espèce de creux générationnel du côté de l'Espagne, ça aurait été de te dire le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions, je vais prendre le maximum de joueurs du Real Madrid, Leverkusen a gagné avec Grimaldo, je vais prendre Grimaldo, et je vais même mettre un peu de joueurs du Barça. Là, tu vois quand même une mosaïque dans le 11 qui peut être surprenante pour celui qui ne regarde pas souvent la Liga. C'est ça la victoire de l'ADN aussi, Yacine, parce qu'on a souvent ce débat en sélection de la complexité de mettre en place un jeu, de devoir s'adapter aux individualités. On va dire les exemples les plus parlants étant la France et l'Angleterre, notamment la France parce qu'elle est centralisée autour d'un seul homme. Là, on le voit, notamment dans ce que dit Elton. Si c'est une question de profil et qu'on a deux joueurs qui sont similaires, qui vont servir à rien, et on prendra deux profils différents. Il faudra en laisser un sur le carreau. C'est aussi cette victoire-là qui fait du bien dans le foot de sélection. Oui, parce que alors il y a plein de choses, parce que après on va tout de suite un peu caricaturer et dire oui, mais les Espagnols ils ont une façon de travailler et donc c'est grâce à ça que De La Fuente gagne du temps ou peut se permettre ça, mais malgré tout il faut quand même choisir les bons joueurs. Tu vois, on revient encore sur Fabian Ruiz, mais je pense que c'est pas anodin que Fabian Ruiz fasse 7 euros. Alors qu'il a connu De La Fuente chez les Espoirs. Et moi je me rappelle de l'Euro Espoir où il était notamment avec Ceballos au milieu. Meilleur joueur de la compétition. Ouais, il avait été exceptionnel. C'est là que j'avais découvert Fabian Ruiz, les deux d'ailleurs, où je les avais trouvés exceptionnels. C'est pas anodin. Il y a tout ce qui va en termes de confiance et tout, mais il y a surtout ce truc du jeu où en fait on parle le même langage. Malgré tout, on aurait pu aussi tomber entre Williams et Yamal sur peut-être cette exagération de ces ailiers capables d'éliminer et tout. Mais là aussi, les principes ont été forts parce que même si sa première mi-temps n'est pas très bonne, alors c'est une finale, il est tombé sur un client, mais malgré tout, par exemple, je vais prendre l'exemple de Yamal, sur sa façon de parfois rentrer à l'intérieur, sur sa façon d'être patient et de ne pas venir toucher le ballon pour toucher le ballon, sur ses prises de balles et tout,
ben, en fait, on sent qu'il n'y a pas d'exagération dans la qualité d'un joueur, c'est-à-dire qu'il y a le collectif, voilà ce qu'on doit faire. Après, de temps en temps, tu vas être capable d'aller éliminer, tu vas être capable de percuter, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de systématique. En gros, on met les ailiers en 1 contre 1 et débrouillez-vous. Non, c'est aussi des choses différentes. On leur demande des courses différentes. D'ailleurs, ils n'avaient pas le même rôle tous les deux non plus, offensivement. Donc voilà, c'est cette alchimie qu'a réussi à trouver De La Fuente, évidemment aidé par une idée du jeu quand même qui est propre à l'Espagne, avec ses caractéristiques. Hein, on parlait des Basques. Chacun a un peu ses caractéristiques, mais malgré tout, les principes de base sur, je vais prendre le plus parlant, c'est la fameuse recherche du troisième homme. C'est quelque chose de propre à l'Espagne depuis plus de 20 ans. Et donc, à partir du moment où tout le monde parle ce football-là, bah oui, c'est plus facile de se déplacer sans réduire ce qu'ils ont fait. J'ai en tête une séquence en deuxième mi-temps de conservation face à l'équipe de France où pendant pratiquement 2 minutes, il n'y a aucun duel joué, où les Français courent après le ballon et après les joueurs, ils n'arrivent pas à voir les joueurs, ils n'arrivent pas à voir le ballon. Et chacun se déplace tranquillement sans mettre une intensité folle. Mais voilà, ça veut dire que tout le monde parle déjà le même football. Et comme tu l'as dit, pourtant en sélection, mais ça vient aussi de tout ce qui est fait avant dans ce qu'on t'inculque du football. Alors pour le coup, Luis de la Fuente, il a un rôle là-dedans, Elton, parce que on le disait, hein, il avait été sélectionneur chez les jeunes. On peut voir d'ailleurs son petit CV qui est plutôt sympa avec la fédération espagnole, avec l'ensemble des équipes jeunes et professionnelles. On le voit, il intègre la Fédé donc en 2013, donc il y a 11 ans. Il a remporté l'Euro 19, il a remporté l'Euro Espoir, donc avec notamment Fabien Ruiz avec Ceballos. Médaille d'argent en JO, parce que comme tu le disais justement, Elton, juste avant l'émission, il y a un petit prodige brésilien nommé Malcolm qui l'a climé à la dernière minute. Mais bon, quand même finale à Tokyo. Il remporte la Ligue des Nations cette année. Alors on va dire que c'est que la Ligue des Nations, mais ça reste quand même un trophée important et qui a plus ou moins été, on va dire, qui a mis en tout cas l'Espagne dans une dynamique avant cet Euro, qu'il remporte également. Il est vraiment garant du succès. Il y avait eu, quand il est arrivé, Elton, des petits doutes. On passait de Luis Enrique à Luis de la Fuente. Qui est ce monsieur? Est-ce qu'il va pouvoir gérer une équipe? Est-ce qu'il va pouvoir assurer cette transition qui avait été déjà entamée par Luis Enrique après les grandes années espagnoles mais aussi les années d'échecs? Globalement, on peut dire qu'en l'espace d'1 an et demi, on est convaincu. Luis de la Fuente était autant en quête de victoire que de légitimité, parce que tu l'as évoqué, il était davantage dans le travail fédéral, et en gros, c'était l'idée qui était souvent avancée, était quand même dans l'un des jobs les plus tranquilles au monde. Pourquoi je mets les plus tranquilles au monde? Parce que au final, quand tu es dans les équipes, dans les catégories jeunes et que tu peux capitaliser sur une base du Barça, sur une base du Real Madrid, que tu as des joueurs qui sont déjà très aguerris, notamment dans la catégorie espoir, et ben, très souvent, l'Espagne va en finale de l'Euro Espoir. C'était le cas en 2013, c'était le cas en 2017 où ils vont en finale contre l'Allemagne, c'était le cas en 2019 et c'était encore le cas en 2023. Donc en gros, l'idée qui était communément admise, c'était que, ouais, De La Fuente, ok, il a un très bon passage dans les catégories jeunes, mais enfin, quand tu as le matériel à disposition... C'est Lades qui est entraîneur de Valence, il a aussi fait finale en 2017. Donc il a avancé avec ce souci de légitimité. Faut pas oublier qu'après le départ de Luis Enrique, le charismatique Luis Enrique, c'est Marcelino. À un moment donné, il était question que ce soit Marcelino qui reprenne le poste d'entraîneur de la sélection espagnole. Et du coup, on a privilégié la piste fédérale. Et faut pas oublier qu'il y a un élément qui est très important, un match qui est très important, c'est la défaite contre l'Écosse. La défaite contre l'Écosse où Luis de la Fuente, après la victoire contre la Norvège, décide de faire un turnover à l'extérieur, ce qui est une idée qui est quand même bizarre. Et l'Écosse gagne logiquement. Luis de la Fuente est critiqué, si bien qu'on se dit au mois de juin, il ne passera pas l'été. Et il se trouve qu'au mois de juin, il gagne la Ligue des Nations, ce qui lui donne de la continuité. Derrière, il a pu s'installer, il a pu, entre guillemets, éteindre petit à petit les discussions par rapport à sa légitimité. Point très important de la fédération, avant la compétition, on décide de le prolonger jusqu'en 2026. Donc, manière de dire qu'on était sur la bonne voie. Et là, ce qui s'est passé, c'est que là, il a complètement retourné l'opinion publique. Même moi, parce que moi, j'avais pas forcément un a priori positif sur Luis de la Fuente par rapport à ce que je disais, notamment sur le travail des espoirs. Mais force est de constater qu'il a retourné l'opinion publique à la force des résultats, et surtout par rapport à de la conviction. Parce que j'ai beaucoup aimé un titre du côté de Marca ce matin, c'est qu'on a dit de Luis à Luis. C'est-à-dire de Luis Aragonès à Luis de la Fuente. Parce que Luis Aragonès est un entraîneur qui a été connu pour faire des choix forts, pour mettre en avant des profils jeunes notamment.
Et ben Luis de la Fuente, il s'inscrit dans cette logique, à savoir faire des choix forts, nommer Alvaro Morata capitaine, mettre en avant Lamine Yamal seulement 16 ans, mettre une charnière qui était inédite, c'est-à-dire en mettant en avant le Normand qu'on n'attendait pas forcément. Tout ça, il a impulsé des choix forts qui font qu'aujourd'hui, il est champion d'Europe. En plus, ça a été souvent, Yacine, pendant longtemps, hein, même jusqu'au début des années 2000, même dans certaines fédérations, c'est toujours le cas. Un peu, le parcours classique des futurs sélectionneurs, d'avoir démarré à la fédération, d'avoir eu des équipes jeunes, d'avoir parfois même été adjoint du sélectionneur et d'ensuite reprendre la sélection. C'était aussi ce schéma-là qu'on retrouvait beaucoup, qu'on retrouve moins maintenant. Parce qu'il y a ce côté aussi, avoir un entraîneur qui claque, avoir aussi, enfin, c'est pas une critique, hein, mais il y a, voilà, changer de style, changer un peu de cycle. Là, pour le coup, l'Espagne s'est inscrite totalement dans cette lignée-là avec ce choix-là. Oui, c'est exactement ça. Et je pense que c'est aussi alors une question de génération. Alors en France, la dernière fois qu'on a fait ça, c'était Domenech. Donc je peux comprendre le changement de stratégie. Hein. Ouais, c'est clair. Non, mais bon, après, en France, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas de principe de jeu établi chez les jeunes. Enfin, c'est au feeling et ça joue un peu. Ah bon, Domenech, il n'y avait pas. Non, mais même plus bas. C'est pas travaillé de. C'est bizarre. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Et je pense que c'est aussi là où la victoire de la Fuente, moi, me fait plaisir parce que il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on aurait nommé ce profil-là ou ce nom-là à ce moment-là avec cette image-là. Où les gens sans connaître, on a dit mais en fait c'est qui lui, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est là. On a l'impression qu'aujourd'hui il faut toujours des noms. Alors il faut des noms pour le public, il faut des noms pour les joueurs parce que les joueurs maintenant ils sont tellement médiatisés que il faut en face d'eux quelqu'un de solide parce qu'on a l'impression qu'il va se faire manger. Puis des noms sont associés à des méthodes aussi. Donc voilà. en fait le truc quand c'est tu vas prendre Nagelsmann aujourd'hui en Allemagne. Il y a une marque de fabrique, il y a toute une industrie derrière. Tout à fait. Et donc c'est peut-être là où la Fédé espagnole a fait ce choix qui aujourd'hui, encore une fois, hein, c'est aussi la force et la faiblesse du foot, c'est que aujourd'hui c'est validé et c'est renforcé par les résultats, mais s'il était sorti en 8e, on ne tiendrait pas le même discours et on dirait De La Fuente, bon, c'est toujours pareil. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours et même rappelez-vous, en quart de finale, contre l'Allemagne, on dit qu'il a gâté son match tout seul avec ses changements. Voilà, ça passe, mais... Donc voilà, il faut toujours rester un peu mesuré, nuancé. Maintenant, il y a des pays qui sont quand même plus à même de le faire, de garder ces choix un peu fédéraux. C'est les pays qui ont une très forte identité de jeu. Encore une fois, les joueurs qu'il a là, il y en a certains qu'il a connus plus jeunes. Rodri l'a connu en U19, voilà, donc c'est ça. Et on voit bien d'ailleurs que quand on a vu là son palmarès, c'est un peu... je schématise à peine, mais U19, U21, U23, et puis les A. Bon, voilà, tout paraît cohérent. Bonne nouvelle pour l'équipe senior, hein, pour les prochains tournois amicaux. Peut-être qu'il ira avec les vétérans espagnols. C'est ça. Mais voilà, après c'est vrai qu'il y a, je pense aujourd'hui, pour faire juste vite fait une parenthèse avec l'équipe de France, tu vois, pour remplacer Deschamps, on parle de Zidane. Moi, je ne sais pas si c'est un bon choix, pas un bon choix, mais on voit bien quand même que l'idée Zidane, elle s'impose aussi par l'image qu'il a, plus que par ce qu'il va proposer en termes de jeu là, à l'instant T. Ça pourrait être Henry, mais Henry, c'est pas du tout... on dirait la transition serait plus brutale en faisant Deschamps-Henry qu'en faisant Deschamps-Zidane, par exemple. Voilà, exactement. Donc c'est aussi ça, et je pense que c'est là où les fédés doivent être fortes, où on doit être capable d'imposer... un sélectionneur, pas par rapport à son image, mais par rapport à ce qu'on attend de lui. Et la dernière chose, c'est que je pense aussi, j'ai lu plusieurs papiers là-dessus, c'est que il a peut-être aussi trouvé le bon management en termes de parole, en termes de cadre de vie. Je crois que c'est Carvajal qui en a parlé. Oui, à la copée. Ouais. Voilà, où il disait, il y a un cadre. Maintenant, il n'est pas hyper strict et rigide. Il y a quand même des libertés. Bah ouais, peut-être qu'à un moment donné aussi, cette génération, alors je ne dis pas qu'il faut toujours s'adapter aux jeunes, à leur code, mais malgré tout, peut-être que cette génération, elle n'est pas prête à avoir le cadre rigide qu'il y a 20 ans, on mettait en place en sélection avec les amendes, les cas, les heures, les horaires, etc. Il disait, je crois, on est plutôt libre d'aller déjeuner, de se lever quand on veut. Bah ouais, peut-être que c'est aussi ça le... Pour ça, il paraît que Deschamps l'a fait aussi. Hein. Ouais, bon, ça après on verra. Enfin, chaque truc, tu vois ce que je veux dire, mais non, bien sûr, voilà, il a trouvé la bonne attitude, les bons mots. Et la dernière chose, c'est que là où on voit que son message est passé, malgré tout, c'est aussi les sorties de Morata, par exemple, qui est quand même capitaine et qui
quand il sort, encourage les autres. Ça paraît anodin, mais c'est pas rien quand t'es capitaine. C'est son remplaçant qui te donne le titre. Voilà, donc... Voilà, écoute, pour moi, bon, de toute façon, il est allé au bout, donc personne ne va dire qu'il n'a pas fait la compétition parfaite, mais voilà, c'est un mélange de ce qu'est l'Espagne, de ce qu'elle a recherché, de ce qu'elle a mis en place, du temps qu'elle a laissé aussi la Fédé, parce que tu disais, il a été critiqué, et on sait qu'il y a des Fédés qui peuvent très vite craquer et dire, bon, bah, si on sent que ça va pas, on fait sauter. Eux, ils avaient plutôt confiance à ce moment-là. Voilà, tant mieux pour lui, et je pense qu'il y a des joueurs qui ont profité. Même si on est quand même obligé d'évoquer un événement circonstanciel, c'est qu'entre-temps, la Fédé, elle a complètement sauté. Oui, c'est vrai. Parce que, en fait, en France aussi, elle a sauté. Oui, parce qu'en fait, ça joue aussi parce que parce que pour revenir notamment sur ce qui s'est passé, Luis de la Fuente a été nommé par Luis Rubiales, mais entre-temps, avec ce qui s'est passé l'été dernier, Rubiales a été... Scandale, on rappelle, il avait embrassé une joueuse exactement, Jenny Hermoso, donc il a été sommé de partir. Il y a eu un nouveau président, d'ailleurs un nouveau président par intérim qui est arrivé, et donc par rapport à ça ils étaient plutôt dans la continuité. Et maintenant, pour rebondir sur ce qu'a dit Yacine, c'est vrai que Luis de la Fuente est entre guillemets, bon, même si moi je pense que son travail à la tête de la sélection doit être valorisé, mais c'est un anti-Luis Enrique, parce que Luis Enrique était charismatique et il prenait énormément de place. Luis de la Fuente, c'est davantage le papa qui est bienveillant, qui a protégé ses enfants. Luis Enrique le faisait aussi, mais qui va avoir beaucoup plus de... pas mis en doute. Luis de la Fuente, il va laisser beaucoup plus de champ, beaucoup plus d'action à ses joueurs. Et donc c'est en ça que, oui, c'est pas forcément le protagoniste numéro 1. Alors que Luis Enrique, bon, même si c'est un autre contexte, prenait beaucoup plus de place. Juste vite fait, pour faire parler de... ça se rapprocherait plus de Carlo Ancelotti, par exemple. Exactement, c'est le parallèle qui me vient en tête. C'est aussi ça. On dit souvent que l'Espagne est influencée par les équipes qui gagnent sur le moment pour la compétition qu'elle dispute. Là, pour le coup, effectivement, je pense que le management et l'influence Ancelotti, c'était la bonne patte à prendre pour cet Euro. Je vous posais la question en début d'émission, on va rentrer dans le vif du sujet pour terminer. Pour terminer, il reste encore quelques minutes, quelques longues minutes ensemble, je vous rassure. Est-ce que l'Espagne n'est pas la reine du monde, finalement, sur cette planète football? On a pris, et notamment grâce à Victor Le Faucheux, qu'on salue, qui... Très bon Victor Le Faucheux. Exactement, qui le publie hier sur Twitter. C'est vrai que depuis 2004, depuis 20 ans, l'Espagne a un palmarès monstrueux sur la scène internationale et continentale. On voit 10 Ligues des Champions sur 20, c'est 11 même si on fait au 21e siècle, 12 Europa League sur 6, 3 euros sur 6, sur 7 pareil si on fait depuis 2000, une Coupe du Monde sur 5. Et cette année, ce qu'on remarquait un peu naïvement, c'est que le coach de la C3, c'est un Espagnol et il la gagne pour la deuxième année d'affilée, de la C4 pardon. Mendilibar tout à fait, qui fait le back-to-back après la C3, il prend la C4. Le vainqueur de la Ligue 1, c'est un Espagnol. Le vainqueur de la Bundesliga, c'est un Espagnol. Le vainqueur de la Première Ligue, c'est un Espagnol. Le dauphin de la Première Ligue, c'est un Espagnol. Le quatrième de la Première Ligue, c'est un Espagnol. Voilà, petite énumération qui ne veut pas forcément dire grand-chose, Elton, mais qui caractérise bien quand même l'influence aujourd'hui que possède le foot espagnol sur le haut niveau en termes de football, et aussi l'image, l'idée du football qu'elle incarne et que les clubs, les équipes vont chercher. Ouais, t'as raison, c'est le pays le plus influent du football mondial aujourd'hui. On est obligé de le dire déjà par rapport à la conception incarnée par les entraîneurs, c'est-à-dire qu'il y a différentes écoles de pensée, et je te dis entraîneur espagnol, je pourrais te dire aussi entraîneur passé par la Liga. Comme Pochettino, comme Diego Simeone, qui est beaucoup plus un entraîneur au final qui a connu l'Espagne. Ils ont plus de style italo-argentin pour le coup, Simeone et Pochettino, mais c'est quand même forgé par la Ligue. Et enfin par les joueurs, parce qu'au final, je ne sais pas qui l'a fait, mais ça a peut-être été fait par hasard, mais le fait que ce soit surligné en vert les victoires en Europa League et lors de l'Euro, pour moi, c'est beaucoup plus éloquent que, entre guillemets, et attention à ce que je vais dire, que la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au final, la Ligue Europa, c'est un accessite. C'est un accessiste qui est un peu plus intermédiaire que la Ligue des Champions, où tu sais que le Real Madrid est le recordman de la compétition. Donc eux, ils seront toujours positionnés pour remporter la Ligue des Champions. Même si le Barça l'a remporté il y a 10 ans, ça reste aussi un club qui est capable de remporter. Et la Coupe du Monde, ça tient au fait que tu as une génération extraordinaire. Mais par contre, j'ai évoqué l'Euro 2008 et j'ai évoqué l'Euro 2024, où tu avais une mosaïque
de joueurs qui n'étaient pas forcément dans les clubs les plus importants. De la même manière que la Ligue Europa, on a vu des clubs, bon, on l'a vécu l'année dernière, Séville qui n'était même pas dans les 10 premières équipes. On rappelle dans les vainqueurs, il y a l'Atlético, il y a Séville, il y a Villarreal. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Quelque part, pour moi, ça valide le label Liga. Le label Liga, où c'est pour ça que moi j'étais très content d'avoir un écho de ce qui s'était passé par rapport à la Liga, où cette année certes le Real Madrid termine champion d'Espagne avec seulement une défaite contre l'Atlético de Madrid, mais il a été aussi question de Girona, il a été aussi question du Barça qui, même s'ils font pas une bonne saison, mais en termes de points ils font 85 points, il a été question de la Real Sociedad. Il faut savoir que la Real Sociedad cette saison on a dit ouais, c'est une saison qui est moins bonne que la saison dernière où ils étaient en Ligue des Champions. Pour situer les standards, la Real Sociedad, c'est quoi? C'est OK, il termine 6e de Liga, mais à côté de ça, demi-finale de Copa, 8e de finale de Ligue des Champions, en ayant terminé premier de sa poule devant l'Inter. Qui était finaliste. L'Athletic Club, 5e de Liga, remporte la Copa pour la première fois depuis 84. Il y a une telle densité, notamment dans le haut du championnat espagnol, que ça a un impact. Parce que hier, les entrants, c'est quoi? C'est Zubimendi. Zubimendi, le grand public ne le connaît pas forcément, mais Zubimendi, ça fait 3 ans que c'est le cerveau de la Real Sociedad au milieu de terrain. C'était l'un des meilleurs milieux de terrain sur la première phase de Ligue des Champions. Et tu vois, il entre avec beaucoup de naturel. Oyarzabal, qui met le but final, c'est quand même le capitaine de la Real Sociedad. Parce que le problème, quand on parle de la Liga, c'est qu'aujourd'hui, la porte d'entrée du grand public de la Liga, c'est le Barça et le Real. Le Real, et quand tu regardes la qualité du banc, on parle de joueurs qui sont quasiment tous titulaires indiscutables, voire capitaines dans des clubs qui sont très importants sur le plan espagnol. Donc c'est pour ça que moi, c'est cette forme de densité et cette forme de continuité, c'est ce qui atteste du fait qu'on a un succès qui est labellisé Liga. Le PSG avait donc éliminé une très bonne équipe de la Sociedad. De la Real Sociedad. Parce qu'au final, les faits sont... Je veux dire Mbappé avait... Au final, les faits sont têtus, Yacine, parce que Merino, qui était titulaire du côté de la Real Sociedad, décisif contre l'Allemagne. Oyarzabal, décisif en finale du championnat d'Europe. Et Zubimendi, il remplace Rodri, parce que quand Rodri sort, moi, sincèrement... Moi, tu veux chise. En plus, à Berlin, j'ai l'image à Lou Diarra, Patrick Vieira 2006. Exactement. Mais ça s'est pas passé de la même manière. Sincèrement, Rodri, quand il sort, moi je me dis c'est terminé. Ah ben moi j'ai un rédacteur en chef, il nous a dit que c'était le tournant du match. Moi j'ai dit la même chose, c'est terminé. Alors ça a été le tournant. Alors oui, Zubimendi, dans l'absolu, il est aussi sur la photo de famille du but de Palmer parce qu'il montre, ses fesses. À côté de ça, son autorité sur le milieu de terrain, il a fait ça toute sa vie. Donc ça démontre quoi? Ça démontre que en fait ça valorise le fait que la Liga par rapport, et ça aussi, même si j'ai pas envie de le dire, et je suis quand même obligé de le dire. Ça valide aussi, quelque part, le plan voulu par Tebas. Ah. Parce que vous savez ce que je pense de Tebas, mais quand il dit, notamment par rapport à la limite, au salary cap, à la limite salariale qui a imposé au club de Liga, qui est le président de la Ligue, on rappelle, qui est le président de la LFP, vous pouvez pas faire, de la Ligue, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Vous allez davantage investir sur vos infrastructures. Vous allez, entre guillemets, davantage faire attention à la masse salariale. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait, les clubs espagnols? Ils ont investi sur les infrastructures, c'est-à-dire qu'il y a des meilleurs centres d'entraînement, il va y avoir des meilleurs stades, et surtout, ils ont davantage regardé sur la formation. Et maintenant, l'héritage de ça, c'est quoi? C'est Zubimendi, c'est Nico Williams, c'est Lamine Yamal. Bon, même si du côté du Barça, il y a un astérisque, parce que on s'est toujours tourné vers la formation. Mais c'est l'une des raisons, cette limite salariale a fait qu'on s'est davantage penché sur le joueur espagnol et lui donner des responsabilités très vite. Et là, quand les gars ils arrivent, eh ben, ils sont tout de suite prêts. Ouais, c'est vrai que c'est une réalité. Une réalité aussi, c'est que l'Espagne, on parle souvent de la France qui fait peur à ses adversaires. C'est pas pour toujours qu'on parle de la France, mais c'est parce qu'en France, on a aussi des discours sur notre équipe, sur notre football. On parle souvent de la France sur l'aspect donc international qui fait peur aux équipes qu'elle affronte. Il y a une équipe qui doit vraiment faire peur pour le coup, c'est l'Espagne, parce que en termes de finale, quand on parle de la gagne, moi j'aimerais bien qu'on parle justement du foot espagnol et de la gagne, parce qu'eux jouent bien, mais eux ils gagnent vraiment. Il y a une stat qui est quand même assez impressionnante, c'est que il y a eu 24 finales depuis Valence-Bayern, 25 finales depuis Valence-Bayern. Toute équipe espagnole, sélection, club, où ils ont affronté des équipes étrangères, il y a eu 24 victoires. Il n'y a qu'une seule défaite, c'est contre nous, c'est la France en Ligue des Nations. On peut même dire qu'il y en a une deuxième si on veut vraiment chercher les verres du nez aux Espagnols. Voilà, Coupe des Confédérations 2013 avec le Brésil de Fred qui avait été monstrueux sur une finale. Mais globalement, dans des
gros tournois, on le voit, 24 finales, Yacine, remportées sur 25, en Europa League, en C4, en C1, à l'Euro, à la Coupe du Monde. Ça montre aussi que cette équipe, au-delà du fait de bien jouer et de bassiner un peu tout le monde avec ça, bah en plus, elle est capable de toujours gagner et de toujours être sûre de son coup. Ouais, parce que... Enfin, toujours, en tout cas, du moins quand elle est en position de le faire. Ouais, parce que je pense que dans les finales, il y a la pression qui est beaucoup plus importante, évidemment. Et je pense qu'avoir des certitudes dans ce que tu fais, dans ton jeu, ça aide à maîtriser l'événement. Il y avait Morata, la veille de la finale, qui disait on verra ce que ça donnera, évidemment, qu'on veut la gagner. Mais même si on ne la gagne pas, ce qu'on a produit, ce qu'on a vécu ensemble, etc. Et je crois que ça peut paraître anodin, encore une fois, quand tu le lis comme ça, de te dire ouais, bon, il essaye déjà un peu de minimiser s'il perd, il essaye de mettre le point sur l'aventure humaine, la fameuse aventure humaine, mais il parle aussi de jeu, il dit ce qu'on a produit. Et je crois que quand tu abordes ces types de matchs et que tu es sûr de toi, malgré tout, tu as un avantage sur les autres. Et si tu remportes 24 sur 25 finales, c'est pas juste une question de caractère en disant ouais, c'est des bonhommes, ils se sont tapés, ils ont le caractère. Non, c'est parce que tu sais, tu vois, quand ils sont menés contre la France, il n'y a pas le feu. Ouais. Pourtant, tu prends but au bout de 3 minutes et c'est, entre guillemets, pour ceux qui suivent un peu le foot, le scénario idéal. C'est-à-dire que la France qui va partir de plus bas, qui va se mettre un peu en bas, qui va jouer les contres, les transitions. L'Espagne qui va être obligée d'attaquer contre un bloc beaucoup plus compact. Et finalement, il ne se passe rien. Quand je dis il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de révolte. C'est on continue à poser notre jeu, ça arrivera. Je crois que c'est ça qui fait ta force. Et c'est aussi la validation, la valorisation de tout le travail sur le collectif. Parce que, encore une fois, quand tu n'es pas bon individuellement, tu peux t'appuyer sur ton collectif, alors que nous, on a une vision différente. C'est-à-dire que quand l'équipe n'est pas bonne, on attend d'une individualité qu'elle te sorte du marasme. Et moi, je pense que tout ça réuni, ça joue sur les comportements, voilà, quand on prenait l'exemple de Yamal, parce qu'il a que 16 ans, alors on pourra nous dire aussi, parce qu'on peut toujours dire tout et son contraire, oui, il a l'insouciance des 16 ans, etc. Malgré tout, dans sa finale, s'il fait cette deuxième mi-temps et s'il arrive à jouer, c'est aussi parce qu'il sait qu'il peut s'appuyer sur les autres et qu'on n'attend pas de lui, à 16 ans, des miracles ou en gros le coup de patte comme contre la France. Il l'a fait contre la France. Et pourtant, il peut venir, hein, d'ailleurs. Il a l'occasion pour. Hein. Tout à fait, parce que je pense qu'il ouvre pas assez son pied quand il frappe, mais il a l'occasion et il aurait pu aussi là-dessus pas être dans le trou, mais se dire ouais, j'ai raté peut-être la balle de match, etc. Mais voilà, je pense que c'est un tout. Et tu vois, malgré tout, je pense que, je ne veux pas dire on minimise, mais il y a eu tellement cette génération espagnole, là, 2008, 10 et 12, que finalement, on minimise un peu tout ce qui se passe après. C'est-à-dire que là, c'est un peu, pas un épiphénomène, la preuve, ils étaient outsiders seulement, etc. Mais quand on prend avec du recul tout ce qui se passe depuis 20 ans, je pense qu'il faut réellement juger à la bonne valeur ce que fait l'Espagne en termes de jeu, en termes de performance, de gestion en termes de continuité. Ouais, exactement. Parce que eux, ils sont habitués. Hein. On l'a dit, le triplé avec l'équipe nationale. Le Real, ils sont en abonnement semi-annuel. Et après, tu vois, les gens pourront toujours dire oui, mais au Real, il y a des étrangers, c'est le football de club. Mais malgré tout, à City, il y a des étrangers, à Liverpool, il y a des étrangers. Et il n'y a pas 3 Ligues des Champions sur 5. Voilà. À Séville, il y a... Donc je Bellingham à Séville. Donc je pense qu'il faut quand même vraiment voir à sa juste valeur ce que l'Espagne fait en termes de football collectif. Et je termine sur un dernier truc, parce que je voulais absolument parler, j'ai oublié tout à l'heure, mais dans le jeu, on a trop l'habitude d'entendre parler de duel dans le foot. C'est un combat, etc. Et moi, ce que j'aime dans ce que produisent les Espagnols, et ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein, depuis 20 ans maintenant, parce que je rappelle quand même que dans les années 80, le football espagnol, c'était quand même un football de boucher. Hein. Faut pas croire que non plus c'est l'histoire et l'ADN de l'Espagne, c'est pas c'est pas le jeu. C'est pour ça qu'on parle sur les 20-25 dernières années, on va dire l'avènement de Cruyff au Barça des années 90. Mais le football, en fait, c'est aussi, et c'est d'abord un sport d'évitement. Et tout à l'heure, je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure quand tu as parlé de Pedri. Il a joué plus haut pour se placer entre les lignes, et on revient encore une fois sur les principes et les rôles. Comme par hasard, tu mets Olmo et tu lui demandes la même chose. Alors, c'est pas le même joueur que Pedri, mais Olmo, il fait une demi-finale et une finale dans le jeu entre les lignes exceptionnel. Le meilleur buteur de l'Euro, d'ailleurs, Daniel. Exceptionnel. Et
tu vois, tout ça, c'est que ces joueurs-là, peut-être parce qu'ils sont un peu moins costauds physiquement, peut-être que c'est une autre façon de voir le foot, mais ils savent toujours se mettre entre deux pour jouer, pour éviter les duels, pour éviter le combat physique, en fait. Et même s'ils sont capables de répondre, hein, c'est pas ce que je dis, mais... et je trouve que ce qui s'est passé là sur l'Euro, vraiment en termes de qualité de déplacement, d'intelligence, moi, c'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié en dehors de la technique et tout. Parce que, pour moi, c'est ça le foot. C'est-à-dire être capable d'éviter les duels, parce que quand tu es dans un duel, c'est que soit le ballon il est mal donné, soit toi, tu es mal placé. Si à chaque fois, tu te retrouves entre deux, c'est qu'à un moment donné, toi, tu as bien lu les lignes et que le ballon qui t'arrive, il est donné dans le bon tempo. Enfin, voilà, c'est tout ça. Et moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné sur la compétition. Pour revenir notamment sur la question des finales, il y a été beaucoup question de ça dans plusieurs papiers, notamment du côté de la presse nationale et même du côté de la presse étrangère. Il y a The Athletic qui a interviewé notamment Unai Emery et Mendy Liber, si je ne dis pas de bêtises. Il y a quelque chose qui est quand même sous-estimé parmi les qualités du joueur espagnol, parce que quand on parle du joueur espagnol, spontanément on se tourne vers le jeu, mais pour moi il y a une qualité qui est sous-estimée, c'est la compétitivité. Et il y a quelque chose qui est très important, la culture du rendez-vous. La culture du rendez-vous, parce que ça a été... C'est pas qu'au football d'ailleurs. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est pas Ouais, qu'au football. les sports co, de toute même façon. les sports individuels. Le basket. Mais pourquoi j'en Hier encore, il y a eu un petit match de tennis. Voilà. Mais pourquoi j'insiste sur la culture du rendez-vous, sur la culture du grand événement, cette capacité justement à aborder ça de manière naturelle et avoir un niveau incroyable? Parce que moi, j'ai quand même vu des exemples récents où Séville reçoit Manchester United en Europa League, ils leur en mettent 3. J'ai un autre exemple où Villarreal va se qualifier sur la pelouse d'Arsenal avant de battre le même Manchester United au tir au but. Donc tout ça, Bayern aussi, tu peux rajouter. tout ça le Bayern, parce qu'il y a une capacité, il y a une culture du rendez-vous, et pour moi c'est là où ils mettent une claque au football français, parce que du côté du football français va y avoir un conditionnement mental, j'enlève le PSG, va y avoir un conditionnement mental où tu vas affronter un gros. Et dans la presse, on va dire ah ouais, lui c'est un outsider et tout. On va affronter les grands favoris. Et en gros, Et même plus, ça va être un exploit si tu passes. C'est ça, exactement. On va tourner ça en exploit. Et en gros, ça va aussi avoir un impact notamment sur l'attitude des équipes qui vont se dire bon, on va attendre et tout, et on va peut-être les piquer en contre. Et du côté de l'Espagne, et c'est pour ça que va à San Mamés du côté de Bilbao. Le Barça et le Real, ils sont bien passés pour le savoir. Dès la première minute, ils te concassent. Bah oui. Ils te concassent. Même chose pour Séville. C'est-à-dire que Séville, face à Manchester United, ils arrivent à Pizjuan. Ok, ils ont fait 2 partout à Old Trafford. Ils se sont dit, mais on va les tabasser. Et ça, c'est ce que je valorise le plus du côté du football espagnol. C'est cette culture de l'événement, cette culture du grand rendez-vous. Et il n'y a qu'à voir les déclarations. Et il n'y a qu'à voir les déclarations et les prestations. Par exemple, quand un Carvajal, tirage au sort, Real Madrid, Manchester City, match retour à la maison, première déclaration de Carvajal, c'est ce qu'on voulait. Alors que moi j'ai envie de te dire, ouais, mais Manchester City, ils sont champions d'Europe en titre, ils t'ont mis 4-0 à la maison. Le fait est que le Real Madrid va se qualifier au tir au but. Et tu vois la personnalité de Lamine Yamal qui, ok, première période, il n'est pas bon, mais en seconde période, il élève son débat. De la même manière, pourquoi je parle de culture du grand rendez-vous, Nico Williams, cette saison, c'est 2 finales de coupe. Finale de Copa, Athletic Club, Majorque, Espagne, Angleterre. Les 2 fois, il a terminé MVP. Et les 2 fois en étant déterminant en seconde période. À 1-0 pour Majorque sur la finale de Copa et à 0-0 Espagne-Angleterre. Et bien tout ça, ça se travaille. Et le football espagnol a énormément bossé là-dessus et sont en train d'en recueillir les fruits année après année. J'aimerais qu'on voit l'effectif qui a gagné ce Euro et on va terminer sur ça, sur notre débat. C'est ce qu'on peut retrouver, après tous les arguments qu'on vient d'évoquer, notamment sur la réussite et la compétitivité de cette équipe, de cette nation. Est-ce qu'on peut repartir sur une potentielle dynastie espagnole? Est-ce qu'on peut imaginer que cette équipe peut gagner la Coupe du Monde, peut avoir un effectif aussi sexy dans 4 ans à l'Euro britannique? Toi, ton avis, Elton, après ça, celui de c'est Yacine? quelque chose qui est communément admis, et toi, tu as fait cette petite faute, c'est que ça a été évoqué du côté de la presse espagnole. Là, au moins, ils ont refermé la page historique du triplé. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a mis en avant la comparaison avec les Xavi, Iniesta. Ils ont écrit leur propre histoire. Et ça va être bien.
Alors peut-être qu'ils vont pas faire de triplé comme les glorieux aînés. Ah oui, c'est pas ce qu'on dit, mais quand je dis dynastie, s'ils font deux tournois et sur les deux autres, ils font un peu comme la France par exemple ou l'Angleterre. Dernier carré. L'Espagne de facto sera dans le top 3 des favoris pour la Coupe du Monde, sauf accident, parce que ils ont une équipe qui a gagné. Et ça, c'est un élément qui est très important. Ils seront toujours entre guillemets biberonnés par le Real, par le Barça et des joueurs qui sont extraordinaires de d'autres clubs. Mais ça sera bien. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi justement à tourner cette page glorieuse. On n'aura plus les fantômes de 2010, de 2012, de 2008 pour leur rappeler, ouais, l'Espagne doit gagner. Là, ils l'ont fait. Ils ont écrit leur propre histoire avec un style, c'est-à-dire que pour la première fois depuis le Brésil 2002, il y a une équipe qui a quand même gagné 7 matchs. Chez l'Espagne de Xavi, ils peuvent avoir fait le triplé. Alors 6 si on considère que l'Allemagne est en prolongation. Mais 7 si tu dis avant les tirs au but. Et par exemple, l'Espagne de Xavi et consorts, ils l'ont jamais fait. Donc tu vois, déjà ça les place à part. Et maintenant ils vont écrire leur propre histoire, et pour moi ils seront compétitifs. Mais c'est vrai que là, tu peux compter sur le fait que tu as quand même une équipe qui a été rajeunie et donc qui peut s'inscrire dans la durée, même si on est bien conscient que le football international, tout peut aller très vite. Dans un sens comme dans un autre. Même si c'est vrai que là, Yacine, on se dit, il y a la dynamique de la victoire, il y a aussi, sans lui mettre trop de pression, sans en faire tout et n'importe quoi, sans dire tout et n'importe quoi autour de lui, un petit porte-drapeau qui va être Lamine Yamal, qui va aussi être une arme que l'Espagne n'avait pas aussi à l'époque. On parlait beaucoup du jeu de possession, du jeu collectif. L'Espagne avait des joueurs merveilleux, mais il n'avait pas ce joueur, comme on disait, et si Messi était espagnol, imaginez, etc. Souvenez-vous, non mais là peut-être qu'avec ce joueur-là, Yamal peut faire la différence, peut à la fois être ce joueur qui s'inscrit dans le collectif, mais aussi, comme contre les Bleus, sortir la frappe, l'action qu'il faut. Donc est-ce que par rapport à ça, on se dit aussi que pour construire une possible hégémonie, pour revenir aussi dans le cercle des favoris quasi autoprogrammés de chaque compétition, l'Espagne a quand même beaucoup d'arguments. Oui, clairement, parce que déjà quand on voit les âges aussi, c'est-à-dire que dans 2 ans, une très grande majorité des joueurs qui seront encore là. Même certains qui seront entre guillemets à un âge de maturité. En plus. Voilà. Il a été vu comme le 27e homme hier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant sa grave blessure, c'était le joueur le plus utilisé par Luis de la Fuente. Mais Gavi a manqué à l'Espagne. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas Gavi. C'est vrai que Gavi, qui avait été un joueur très important sur la Ligue des Nations, il a loupé cette compétition. C'est vrai qu'il manque Gavi. On avait oublié ce petit détail. Ouais, donc voilà, ça devine l'idée que tu as une marge de progression qui est non négligeable. Tu as sûrement un ou deux gars qui, du côté qui vont encore prendre le flambeau. Ouais. Qui vont arriver, parce que on va en parler tout à l'heure, mais ce qui arrive pour les Jeux Olympiques, il y a du costaud quand même. Mais ouais, voilà, sur les âges, déjà, on voit, sur la progression, sur le fait d'avoir gagné une grande compétition. Après, le problème, c'est qu'il y a déjà la prochaine grande compétition, elle est dans 2 ans. Et aujourd'hui, on sait que c'est long. Quand on voit Pedri, quand même, qui accumule les blessures. C'est la plus longue attente depuis 2018. Parce qu'avant, on avait eu des 1 an et demi avec le... Donc voilà, quand on voit Pedri qui accumule les blessures, quand on voit... Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent, malgré tout, peut-être faire qu'on ne les revoit pas à ce niveau-là en 26, pardon. Mais globalement, oui, parce que tu as encore une fois une assise collective qui est forte, parce que tu as des principes de jeu qui sont forts, parce que tu as un sélectionneur qui sait où il va, parce que tu as des jeunes qui arrivent, parce que tu vois, Pedri, je crois qu'il a quel âge, 23, 20, non, Pedri, c'est en 2002. Ouais, tu vois, carrément. Donc voilà, tu te dis, ça va être très fort. Maintenant, on sait aussi qu'on a vu des équipes se rater sur une grande compétition, parce que l'année prochaine, malgré tout, ces joueurs-là, dont beaucoup jouent dans des grands clubs, ils vont vivre une grande saison. L'année prochaine, il y a un super tournoi qui est posé par la FIFA qui s'appelle la Coupe du Monde des clubs, qui va juste aux États-Unis. Ce qui est bien, c'est que le Barça n'y participe pas. Voilà, bon, il y a des clubs qui vont y aller, pour l'instant, et avec des Espagnols. Voilà, tu vas refaire une grosse saison, arriver à la Coupe du Monde. On sait, voilà, moi je reprends l'exemple de Pedri parce que Pedri, quand on le voyait il y a 3 ans et quand on le voit aujourd'hui, c'est un super joueur quand il est là. Malgré tout, on voit bien qu'il a du mal à enchaîner et que il est trop souvent blessé. Mais il sort de la saison la plus pourrie de sa carrière, non, voilà. qui se termine très bien, heureusement pour lui. Ouais, collectivement, mais lui, il n'a même pas participé aux 3 derniers matchs, tu vois. Ouais, donc, 2 derniers, ouais. Ouais, enfin, le premier, il sort très tôt. Le 3e, il sort très tôt. Mais voilà, donc, oui, maintenant, ce qui est sûr, c'est que
on peut pas dire que c'est juste un one shot. L'équipe qui a brillé, tu vois, la Grèce 2004. Voilà. Oui. C'est pas un one shot. Ou l'Italie de 2021. Non, mais voilà, c'est une équipe qui semble avoir les moyens et le contexte pour enchaîner sur, en tout cas déjà la prochaine, parce qu'après on va pas aller trop loin non plus, mais déjà la prochaine Coupe du Monde. S'installer en tout cas dans les favoris, ce que n'était plus l'Espagne, et qui pourtant, malgré ce costume d'outsider, remporte son 4e Euro. On l'a dit, l'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition. Le Brésil d'Europe, on va dire finalement, l'Espagne qui domine complètement le continent. Back-to-back à Wembley en 2028, ça aurait de la gueule. Oui, bah, ce serait le 2e back-to-back surtout, quoi. Ouais. En plus, ils dépassent l'Allemagne en Allemagne. Ouais. Ouais, c'est ça. Faire attention, on les a connus moins accueillants. Une nouvelle finale contre l'Angleterre et tout à Wembley. Et là, cette fois-ci, tu gagnes. Oui, bah franchement, j'espère pas. Je vais te dire en vrai, si on peut avoir une personne qui a fait ses armes, qui a fait gagner pas mal de fois des clubs espagnols, mais qui le soulève avec un autre pays. Je pense à une personne qui a peu de cheveux, mais beaucoup de talent. Ah ouais. Ce serait pas mal aussi. Je parle de Thierry Henry, bien sûr. Vous vous en doutez. On arrive au bout de cette émission, les socios, du moins au bout du débat. L'émission n'est pas terminée, puisqu'il nous reste encore quelques minutes ensemble pour conclure cet Euro. Bien sûr, avec l'instant au tableau, by Winamax, de notre partenaire historique, qu'on remercie de nous accompagner. Alors bien sûr, je vous rappelle que jouer comporte des risques. Ça doit avant tout être un loisir, un petit moment sympathique entre amis, ou un jeu, tout simplement un loisir, et surtout pas une contrainte pour vos vies perso. Si vous avez le moindre souci, il y a un petit numéro qui s'affiche en bas de votre écran que vous pouvez contacter. Alors on va le faire en 2 parties cet instant au tableau by Winamax. On va commencer par faire un petit récap effectivement des scores, parce que là on peut le dire, on est au bout de la saison quasiment. On va voir ce qu'on fait avec le haut tableau de cet été, si on en ouvre un autre ou si on rajoute des points bonus. À mon avis, c'est ça va être les points bonus de l'été. En tout cas, on voit Walid qui termine en tête. Alors, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de regarder les ratios plus que les scores. Donc, Walid, le ratio est quand même intéressant. Il mérite sa première place. 51 points pour 35 participations, c'est honnête. Elton en dessous, 42,8 pour 43 participations. Faut que pour la dernière, faut que je passe devant. On va dire que c'est pas dégueulasse non plus. Non, c'est limite. Non, mais faut c'est la moyenne, c'est 9,5, mais on arrondit à 10 parce que c'est la fin d'année. Le 0,2, je vois quoi. Et après, on voit les ratios sont intéressants. Un Romain avec son 42 pour 21, donc quasiment un ratio 2. Abdel, qu'on salue, puisqu'il a fait 13 paris, il a 23,8 en points. Mais on rappelle qu'il avait passé le Côte d'Ivoire, et c'est peut-être le plus beau pari de l'année. Le Côte d'Ivoire, Guinée-Équatoriale, en disant mais non, on verrait la Guinée va gagner en Dieu, mais non, c'est à 12,50, n'importe quoi. Bon, voilà. Et puis derrière, c'est moyen, c'est moyennasse. Je m'inclus dedans. Le ratio est à peine. Le pire ratio, le ratio est à peine. Ah oui, oh, purée. Moi, le ratio est à peine correct. Un 15,6 pour 14 paris. Najim, on voit 12,36 pour 16. Mohamed, c'est 8,8 pour 14. Je rappelle, Mohamed, Paris légendaire aussi. Hein. Vous avez mis Lille à 1,32 ou 1,37 aux îles Féroé, c'était pas passé. À sa décharge, c'était une de ses premières. Oui, c'était sa première, je crois. Yacine, tu fermes la marche à... Enfin, t'es dans le tableau, alors, ce qui n'est toujours pas le cas d'Hugo après 3 saisons, d'ailleurs. On rappelle qu'il a toujours pas passé un pari en 3 ans, quand même, Hugo. Je pense que s'il y a bien toutes les boîtes qui iront te chercher, il n'y en aura surtout pas une de paris sportifs. Et Samy, effectivement, 3,79 pour 10 paris. Quoique, justement, ils peuvent aller le chercher. Parce que ah oui, bah ouais, remarque qu'il ne va pas les ruiner. Hein. Samy, c'est vrai que le ratio est immonde. Voilà pour cette saison de haut tableau et de pronos dans le Club des 5. C'était pas exceptionnel, mais bon, ça va. C'est correct. On sauve un peu la face sur certains cas. On va quand même pas vous laisser sans rien. Hein, bon, là, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a plein de contenus qui arrivent sur la chaîne du Club S5. Ah, ça, oui. Je me permets de déjà teaser. Il y a des entretiens passionnants qui arrivent notamment sur la chaîne du Club S5. Et je peux même vous dire qu'il y en a qui sont en préparation aussi. Et qui m'émoustille beaucoup. J'en dis pas plus. De toute façon, avec le nombre de sublis que je vais faire dans les prochaines semaines sur les réseaux, vous allez comprendre. On va quand même vous laisser avec un petit prono,
parce que le football n'est pas fini, le football n'a pas changé. Durant cet été, on aura les JO, bien sûr, qui commencent pour notre plus grand bonheur. Yacine a mis 4h30 pour venir au studio, mais on va avoir les JO à Paris. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et il y a les hommes de Thierry Henry qui sont engagés dans cette compétition. Notamment, il y a de belles équipes. On aura l'Argentine, on aura une belle équipe du Maroc, notamment avec Hakimi, les Bleus, l'Espagne, la République dominicaine qu'on a vu la semaine dernière. C'est pas ouf, mais voilà, comme quoi c'est assez élargi. Il y aura le Mali aussi, notamment dans les. J'ai pas voulu le dire. Dans les représentants africains, il y aura le Mali et la Guinée, effectivement, qui seront là avec le Maroc. On va pronostiquer le vainqueur compétition. Donc on rappelle, c'est à peu près 3 semaines. Ça commence un peu avant les JO. Je crois que ça va commencer lundi prochain, si je dis pas de bêtises, le football. Et ça se termine à peu près le dimanche 12 août, je crois. 11 août, pardon. Elton, qu'est-ce que tu nous proposes comme vainqueur de la compétition? Est-ce qu'on est dans le thème de cette émission? Exactement. On est dans la continuité, on est dans le thème de l'émission, à savoir que l'Espagne va remporter les JO pour moi. Parce que 3,75. L'Espagne est vice-championne olympique. C'est déjà arrivé que tu fasses Euro et la France 84, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, la France 84. Ouais, performance, ouais. Mais sinon, j'ai pas de. Non. Copa JO, je pense, ça a été fait forcément, mais peut-être pas d'ailleurs. Parce qu'en plus, il y a. Si, 2021, non, c'est le Brésil. En 2016, le Brésil aurait pu le faire, mais ils ont été éliminés en quart de finale. Non, en poule. Oui, l'année où Neymar naît. Ouais, tout à fait. La Copa del Centenario, et en 2021, ils remportent les JO, mais à côté de ça, ils perdent en finale contre l'Argentine de Lionel Messi. 2008, l'Argentine, il n'y avait pas eu de Copa América. 2004, je ne sais plus qui avait remporté au foot, mais c'était pas la Grèce, à mon avis. Non. Voilà. Donc effectivement, ouais, pourquoi pas. 40 ans après les Bleus, l'Espagne, 3,75. Ouais, on a qui comme petit joueur intéressant là-dedans? Là, pour le coup, il y a une vraie belle liste. Il y a une vraie belle liste parce que c'est davantage là où les joueurs de Girona se sont signalés. Bon, joueur de Girona, je mets un astérisque pour parler d'Eric Garcia qui, depuis, a repris l'entraînement avec le Barça. Sinon, tu as Miranda, tu pourras compter sur Fermin Lopez, tout récent champion d'Europe. Bon, cette fois-ci, autant il n'a pas joué du côté de l'Espagne, sauf sur le match contre l'Albanie. Autant là, il devrait être un titulaire indiscutable. Tu as aussi qui t'as l'une des ce qui pourrait être l'une des attractions de ces Jeux Olympiques, Omar Dione. Omar Dione, il faut savoir qu'il a été prêté par Atlético de Madrid la saison dernière. Il a fait une vraie belle saison du côté d'Alaves, mais surtout c'est un beau bébé. Pour ceux qui le connaissent pas, je vous invite à le découvrir. Pas le connaître. Je vous invite, c'est parce que je me souviens d'un match où Jules Koundé a été massacré. C'est-à-dire que on avait l'impression de voir John Aloumou sur ces périodes de grandeur. Mais pourquoi j'ai dit Espagne? Parce que tu as une culture olympique. J'ai évoqué le statut de vice-championne olympique. Ils avaient déjà été finalistes en 2000, ils l'ont remporté en 92. Mais surtout, je pense qu'à partir du moment... En 2000, d'ailleurs, c'est le Cameroun qui l'avait gagné et qui avait gagné la CAN aussi cette année. Exactement. Mais je pense qu'à partir du moment où ils vont capitaliser aussi sur un bloc qui a fait finale de l'Euro la saison dernière, ils devraient être compétitifs et remporter ces JO. L'Espagne, 3,75. Yacine, faut donc compter sur toi pour le patriotisme maintenant. C'est ça? On en est là. C'est toi qui remplace Samy. C'est toi qui as les clés de la boutique. C'est mal barré. On va la gagner alors. On va la gagner celle-là au moins, parce qu'on connaît plus trop la victoire en France depuis quelques années. Même si apparemment c'est normal, c'est l'alternance. On peut pas toujours gagner, c'est les discours. Mais Thierry Henry va nous le rapporter, cette médaille olympique? Ouais, moi je pense que, en tout cas, ils ont le groupe 3,50 les Bleus en tout cas. Ils ont le groupe pour, c'est à domicile. On rappelle, c'est le format ancienne, pas ancienne Euro, c'est le format Coupe des Confédérations, c'est poule demi-finale. Donc, poule quart demi-finale, pardon. Poule quart demi-finale. Ancienne version de l'Euro. Ça n'a pas bougé du côté des JO. Non, mais je pense qu'ils ont le groupe, ils ont la confiance, parce que sur les derniers matchs, je pense qu'ils ont accumulé de la confiance. C'est en France. Ça joue un peu plus au foot. C'est en France, donc voilà, je pense que. Écoute, à l'image un peu de ce qu'avait fait le Brésil au JO de Rio, voilà, je pense que tous les signaux sont ouverts. Je vois pas pourquoi il passera à côté. J'avais une autre cote, c'était est-ce que je vais prendre la voie de gauche pour rentrer chez Elle a un 0. Ah bah vas-y, après c'est 135 € d'amende, il paraît. Ah ouais, c'est voilà, donc là, ça c'est. Non, finalement. Misez pas dessus, je vais pas la prendre. Si Winamax nous écoute, on peut peut-être augmenter les émissions de 135 € pour qu'on puisse rentrer chez nous. Mais bon, voilà, la France, je pense qu'ils peuvent aller au bout. 3,50 donc pour les Bleus, pour vainqueur compétition, pour les Bleus de Thierry Henry. Ce serait bien que la Casette.
Emmène l'équipe de France. Ce serait cocasse, Ah, effectivement, pour marrant. Deschamps. Le favori, pour vous dire, sur le site de Winamax, c'est l'Argentine à 3,25. Voilà. L'Argentine qui devrait y aller avec notamment Julian Alvarez. L'Argentine, on a la France, on a l'Espagne et on a le Maroc aussi, hein, qui est un peu plus loin, qui est coté à 10, mais qui fait partie des potentiels favoris de cette compétition. Voilà pour cet instant au tableau by Winamax. On referme la page qu'on réouvrira bientôt, hein, bien sûr, dès la saison prochaine, pour reconstater à quel point on est très mauvais dans les pronos. Enfin, pas tous, mais pour une bonne partie. Je voudrais remercier donc aussi notre autre partenaire, hein, bonmaillot.com, hein, qui nous a accompagnés tout au long de l'Euro. Je vous invite à aller sur leur site pour vous procurer des petites box mystères et vous offrir des petits maillots sympas pour l'été et pour la rentrée. Avec le code CD5, je vous rappelle, vous avez moins 10%. Donc c'est important. Je voudrais remercier toutes les équipes du Club des 5 qui ont travaillé pendant cet Euro, que ce soit ici en plateau ou lors des petits tournages improvisés, avec des petits voyages sympas pendant cet Euro. Un grand merci bien sûr. Vous avez été en Allemagne. Au moins on a été en Allemagne, effectivement. Et comme les Bleus, on est revenu bredouille. Je voudrais remercier Fares Hachem, Amaury Cotin, Barnabé Deveau qui ont fait un très gros travail dans l'ombre, comme notamment Sébastien Ferreira qui était avec nous durant cet Euro, Arthur Veil, Yanis Ben Messaoud. Un grand merci aux équipes du Club des 5 donc, qui ont travaillé ici sur le terrain. À vous, messieurs les chroniqueurs, hein, Elton, Walid, Yacine, Najim, Mohamed, Samy, qui est quand même qu'on a revu. On l'a retrouvé. Abdel, on a retrouvé Samy. Hein, j'étais content de ce point de vue-là. Et puis merci également à Hugo, Romain, qui ont animé cette émission pendant ce mois d'Euro. Merci à toi aussi. Oui, mais moi j'ai pris une semaine de vacances entre temps, donc je ne mérite pas de merci. On se retrouve donc très vite, je vous le disais, sur la chaîne du Club des 5. Bien sûr, mettez des petits pouces bleus et commentez, mais on vous laisse pas sans rien tout l'été. Il y a beaucoup d'entretiens qui arrivent dans les prochains jours sur la chaîne. Les entretiens du CD5. Les entretiens du CD5, des 2 contre 1, des entretiens, des temps additionnels. Il y a de quoi faire. On va peut-être aussi parler un peu des JO, on verra. C'est à eux de nous donner envie d'en parler aussi, s'il y a vraiment matière à débattre. Je parle du football, hein, bien sûr. On pourrait arriver, vous dire, ouais, alors en natation. Elton, t'es quoi, toi, autre sport, t'as du matos en plus. J'adore voilà, c'est ça. Moi, j'ai grandi avec Yann Thorpe, avec Michael Phelps, avec Peter Van Den Gunband. Moi, la course de 200 mètres à Athènes, moi, c'est des joueurs du PSV, ça. C'est l'une des plus grandes courses, c'est la course du siècle d'ailleurs. Non, mais je dis natation, mais il y a plein de sports. J'imagine que tu vas être ouvert à tout, toi, pendant cette quinzaine. Non, mais ce qu'il y a de bien au JO, c'est que tu suis plein de sports. Ah ouais. T'es pris dans le truc et tu suis plein de sports que tu regarderas que dans 4 ans. Le cyclisme sur piste, moi j'adore. D'ailleurs, c'est à Saint-Quentin qu'ils le font. Je crois, ouais. Si je peux avoir 2-3 places et tout. Ouais, d'ailleurs, moi, si vous avez des places pour les JO, dites-moi, parce que je savais pas si j'étais là ou pas. Maintenant, je suis sûr que je suis là. Envoyez, hein, les amis. Je pense que je mérite... En commentaire, mettez vos prix, envoyez. Je pense, très sincèrement, je pense que je mérite d'avoir 2-3 invitations. Ah, toi, tu veux des invitations? Ah oui. Mais le boulard du gars. Et en plus, pas pour le football. Mais non, moi, la France va mal, il y a des gens qui ont besoin d'argent. Moi, je suis prêt à payer. Pas pour le football, pas pour les trucs flashy. Moi, par exemple, cyclisme sur piste, ça me va. Moi, j'adore le Kérine, tout ça. Je suis prêt à payer les invitations. Gardez-les pour ceux qui en ont besoin, Elton. Mais j'en ai besoin. Non, t'en as pas besoin. Si, j'en ai besoin. On voit tes nouvelles fringues à chaque émission, t'en as pas besoin. Crois-moi. Donc voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis. Puis on vous retrouve très vite sur la chaîne du Club des 5 pour de nouveaux débats foot et pour continuer à traiter toute l'actualité, bien sûr, des 5 grands championnats européens. Ciao. Salut.